Radio PA, la radio de Polytech Alumni. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio PA, la radio de Polytech Alumni. Aujourd'hui, on va parler d'accessibilité numérique. On a avec nous Thomas, qui a une déficience visuelle, Benjamin, qui est software engineer pour SNCF Connect, et Olivier, qui est consultant en accessibilité numérique. Olivier, comment est-ce que tu définirais l'accessibilité au numérique et quel est le cadre légal autour de ça? Donc, l'accessibilité numérique, c'est la qualité des services basés sur des dispositifs numériques comme un ordinateur ou un téléphone, ou une console de jeu, un kiosque, peu importe, qui est capable de s'adapter et de prendre en compte les besoins des personnes justement avec un handicap. On a l'exemple ici de Thomas qui parle de son handicap visuel. Ça couvre en réalité tous les types de handicap, cognitif, auditif, physique, moteur. Les handicaps liés à la santé mentale. Donc, on a toute une variété de dispositions, de capacités au niveau des systèmes eux-mêmes, sur les ordinateurs, les smartphones, les systèmes d'exploitation, inclut des capacités par rapport à l'accessibilité. Le tout, c'est de les mettre en œuvre correctement et de fournir les contenus qui vont permettre justement de remplir les différents besoins. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des guidelines en anglais ou référentiels en français, guide de bonne pratique en français. Et la loi nous impose de les utiliser dans un certain nombre de contextes. En France, on a une loi depuis 2005. C'est en fait la loi handicap qui a inclus pour la première fois l'accessibilité numérique comme étant une des obligations des services de l'État concernant le grand public, mais également les agents de l'État qui travaillent pour l'État. Cette loi s'est étendue et s'est renforcée au fil des ans. Il s'est avéré qu'elle n'était pas forcément appliquée comme on l'attendait. Donc, depuis 2019, on a une obligation qui est assortie d'une sanction financière pour les administrations qui sont défaillantes. Et en 2025, ça sera étendu, en fait, sous l'impulsion d'une directive européenne, ça sera étendu au secteur privé, dans un certain nombre de secteurs dits prioritaires, le transport, les services financiers, la communication audiovisuelle, un ensemble comme ça de services qui seront obligatoirement accessibles par tous les opérateurs quasiment à partir d'un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, donc quasiment tout le monde en fait. Thomas, est-ce que tu veux partager avec nous les difficultés que tu vis au quotidien pour l'accessibilité au numérique? Bonjour, merci Delphine. Oui, donc aujourd'hui, j'ai pas mal de difficultés, au quotidien au travail, mais aussi, à la maison pour pouvoir travailler. Donc, c'est aussi sur les aspects, télétravail, c'est inclus. J'ai pas mal de difficultés malgré, le fait qu'on ait quand même essayé au niveau de la médecine du travail de m'apporter des outils, pour pouvoir pallier à ma déficience visuelle. Alors, je rappelle rapidement que j'ai une maladie dégénérative, donc c'est une pathologie qui est apparue au fur et à mesure, comme son nom l'indique, et qui fait que je suis parti d'une vue à peu près comme n'importe quelle personne valide, visuellement parlant, vers une situation où j'ai pu voir progressivement des difficultés de vision apparaître. Et j'ai été un petit peu balancé dans une situation où il a fallu, au fur et à mesure, déjà que je reconnaisse un petit peu ma pathologie, mais également que je puisse un petit peu trouver des outils. Au départ, ça a été des biais complètement personnels, essayer de me débrouiller par moi-même avec mes connaissances et mes outils et tout ce qui était mis à ma disposition. Et au fur et à mesure, j'étais de plus en plus porté par en discuter au travail et aussi en extérieur auprès des structures médicales pour pouvoir justement trouver des outils qui soient adaptés, ce qui est compliqué parce que ma pathologie est une maladie rare, donc difficilement compréhensible pour pouvoir adapter correctement les outils. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis face à une situation où les différents services qui sont dans l'obligation en soi de m'aider pour trouver des outils ne sont pas forcément adaptés, capés pour pouvoir trouver les bons matériels informatiques, les bons logiciels, les bons outils palliatifs.
Et c'est principalement mes grandes difficultés du moment, c'est d'essayer de pouvoir trouver des outils par moi-même, malgré cet accompagnement qui me manque encore cruellement de satisfaction. Voilà, je suis désolé d'avoir peut-être été un petit peu long pour présenter un peu les choses. Non, c'était parfait. Merci Thomas. Benjamin, comment est-ce que SNCF Connect, met en place des outils pour améliorer l'accessibilité numérique? Alors l'idée déjà, c'est de que toute personne, qui arrive, dans les équipes de développement, et de produits, donc on parle de produits et tech, en interne, mais voilà, c'est vraiment l'idée, que toute personne qui arrive dans ces entités, puisse être formée. Déjà pour, savoir de quoi on parle, parce que, en fait, on entend beaucoup parler d'accessibilité, mais en fait, il y a des entreprises qui utilisent ce terme, pour parler par exemple d'applications mobiles, pour dire que leur site, que leur service va être accessible via une application mobile. Donc, des fois, on a des personnes qui arrivent et qui savent pas du tout de quoi on parle quand on parle d'accessibilité. Donc déjà, un minimum de formation. Et ensuite, on a en fait du travail au quotidien qui est fait sur les projets. Donc on a en fait des personnes qui travaillent en transverse sur la partie accessibilité. On peut faire appel à eux via des canaux de communication internes, donc pour poser des questions directement. Soit en fait on a aussi des audits au sein des projets. Donc en amont sur la partie rédaction de spécifications, on peut très bien faire appel à eux à ce moment-là. Et puis on a des audits réguliers, là pour le coup vraiment sur les produits, enfin sur la partie tech. On a des audits réguliers avec de l'amélioration continue, quoi. Et comment est-ce qu'on développe une application qui soit, qui réponde aux besoins des personnes en situation de handicap? Alors c'est une question pas facile. Alors en fait, on a différentes responsabilités, ça dépend de notre profil. Mais déjà, comment est-ce qu'on fait? Déjà, en fait, dès la conception, déjà, on pense aux personnes qui ont des navigations alternatives avec des outils alternatifs. Donc on va déjà penser à bien développer notre produit avec des technologies, les standards du web. En fait, on a des guidelines, comme disait Olivier, qui existent. Et donc en fait, on a juste à les consulter déjà, à bien faire notre travail en tant que développeur. Mais il y a une démarche quand même en amont à mettre en place. Alors nous, on appelle ça le design ops. En fait, hein, c'est le fait de dire que on va mettre dans la même pièce les designers et les développeurs, et que dès la conception des fonctionnalités, en fait, on va pouvoir réfléchir à comment on va faire pour faire que le design, la fonctionnalité telle qu'elle a été pensée, elle soit déjà compatible avec un certain niveau d'accessibilité. Donc on met les designers et les développeurs dans la même pièce, et puis on se dit: «Est-ce que le design qui a été réalisé là, qui a été pensé, est-ce qu'il est faisable et est-ce que techniquement il va assurer un niveau de qualité, un niveau d'accessibilité convenable?» Donc déjà, dès la conception, on peut faire ça. Ensuite, au moment de la réalisation, c'est s'assurer que le développement va pas amener de régression sur la partie accessibilité. Parce que c'est en fait, ça va très vite en fait d'amener des régressions sur la partie accessibilité. Si on fait que des audits tous les 3 mois, en fait, ça suffit pas. En fait, il faut un suivi au quotidien. Donc nous, alors il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. On a des systèmes de revue de code, et pendant ces revues de code, en fait, on va tester la fonctionnalité également, et on va tester que avec avec des outils des outils du commerce, hein, qui sont disponibles enfin Firefox par exemple, qui a un outil pour aller regarder l'accessibilité. Déjà, on va regarder que il y a les bons rôles aux bons endroits, qu'il y a les bons attributs, qu'il y a les bonnes informations, et que quand on va naviguer avec une liseuse d'écran, alors on a 2 liseuses d'écran en cible. On a VoiceOver et NVDA.
et bah, qu'avec ces 2 liseuses d'écran, principalement, bah, on va pouvoir, déjà avoir les bonnes informations et on va pouvoir naviguer comme il faut sur le service. Voilà. Et donc après la phase de réalisation et une fois que ça part en production, là, il y a encore une phase de recette et donc là, on fait appel à une société, qui, emploie des personnes en situation de handicap et qui vont tester réellement, l'outil, bah, avec leur handicap, et qui vont nous faire des retours parfois, voilà, auxquels on n'avait pas pensé. Et donc, c'est cette boucle, voilà, de rétroaction qui fait que, bah, on va avoir un niveau de qualité, sur l'accessibilité qui va être correct. Ça Donc évitera c'est pas les des erreurs. Au sein de mon équipe, j'ai pas la chance d'avoir de personnes en situation de handicap. Ça pourrait aller plus vite si j'en avais. Donc, voilà, je fais appel aux développeuses et développeurs, qui ont des handicaps. Si ça vous intéresse de rejoindre les équipes, de Connect, c'est avec plaisir. top. Thomas, de quel genre d'outils tu as besoin? Est-ce que tu as l'impression que, ces outils sont à ta disposition? Mmh, moi, j'ai besoin d'outils, justement grossissants, que ça soit, plus des loupes électroniques ou des téléagrandisseurs, avec ou sans synthèse vocale d'ailleurs, mais par rapport, l'outil informatique, c'est plus moi, ce que j'ai besoin, c'est soit d'avoir, des logiciels, métiers qui soient adaptés, ce qui est assez rare au final, puisque enfin moi je suis dans le milieu immobilier bâtiment, donc c'est les logiciels qui, enfin de dessin ne sont plus vraiment accessibles pour moi du coup, je suis un peu obligé de trouver des solutions, on va dire, palliatives au sein de ma propre équipe pour que je puisse compenser ce manque qui s'est installé au fur et à mesure, encore une fois. Mais à côté de cela, c'est des logiciels spécifiques justement adaptés sur les ordinateurs, type logiciel, ZoomText et autres, qui pour le coup, eux, vont, donc transformer vraiment tout le poste de travail, pour pouvoir grossir un petit peu plus. Ce qui ne suit pas, c'est vraiment, enfin après c'est spécifique aussi à mon établissement, c'est que moi je suis beaucoup freiné par tout ce qui est, donc contraintes RSSI, les compatibilités, des logiciels, pour pouvoir, être directement sur notre réseau. Je ne comprends pas forcément tout en informatique, vous m'excuserez un petit peu, si je fais des petites erreurs. Mais, là-dessus, moi c'est aussi des matériels qui ont besoin énormément de, je sais plus comment on appelle ça, bande passante et autres, vous saurez mieux que moi, mais qui fait qu'aujourd'hui, même avec des outils, informatiques qui m'ont été octroyés par, les différentes missions handicap et médecine du travail, les besoins que j'ai par rapport mes besoins métiers font que je n'arrive pas à pouvoir, utiliser ces outils, et ces logiciels, de grossissants, adaptés. Donc aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce genre de choses, c'est soit d'essayer d'avoir du matériel qui puisse répondre à ce besoin, assez fort en termes de flux, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, soit d'avoir, d'avoir des logiciels métiers, qui prennent en compte le handicap. Et le problème, c'est que ce sont des logiciels, enfin, qui dit logiciel métier dit forcément, un public restreint et du coup, la prise du handicap un peu plus restreinte également. Voilà. Olivier, comment est-ce qu'on fait pour, adapter du contenu, numérique à un public aussi varié, puisque chaque handicap est très différent? Ouais, c'est tout l'enjeu, c'est effectivement arriver déjà à comprendre toute la variété des besoins. Quand on dit déficience visuelle, par exemple, on n'a pas dit grand-chose d'autre que, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas une acuité, corrigée, suffisante pour lire du texte, on va dire. Et après, à l'intérieur de ça, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont une perception différente des couleurs. Il y a des gens qui ont une perception d'un champ visuel restreint, soit central supprimé, soit le champ latéral qui n'est pas fonctionnel, ou alors on va voir à travers comme des trous de serrure, ou comme à travers une passoire, ou alors on ne va pas voir du tout, on va voir les formes, mais pas suffisamment lumineuses. Enfin, il y a plein de différences, et la chance qu'on a avec le numérique, c'est qu'on a un matériau de base
qui est extrêmement malléable. À partir du moment où on a du texte, on est capable de le convertir en son, on est capable de le convertir en forme, on peut le convertir aussi en braille. Donc on a cette possibilité-là, cette flexibilité-là. Tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est s'assurer que le matériau de départ, la donnée de départ, elle inclut tout ce qu'il faut pour les différents usages. Donc, par exemple, si j'ai un bouton sur une interface, ce bouton, il faut qu'il ait un nom qui soit correct. Il faut qu'il dise au système qu'il est effectivement un bouton et pas simplement une image sur laquelle on peut cliquer. On a tout un ensemble comme ça de précautions à prendre. La bonne nouvelle, c'est que les technologies pour le faire sont là. Tous les standards du web, quels qu'ils soient, incluent de base l'accessibilité depuis le départ. Là, le web a été voulu universel, y compris pour les personnes handicapées. Donc, tout ce qui a donné lieu aux standards du web a pris ceci en compte. Mais après, faut savoir l'utiliser. Souvent, ça n'est qu'un outil et on peut avoir effectivement des dispositifs, si on ne sait pas les utiliser en tant que producteur de contenu ou en tant qu'utilisateur de ces contenus, ça peut ne pas fonctionner facilement. Donc c'est pour ça qu'on a ces règles, ces guidelines, ces référentiels qui sont là pour aider les gens qui ne sont pas des spécialistes du handicap, au moins à faire leur travail et de prendre en compte un certain nombre d'attentes, de besoins des personnes qui vont utiliser les systèmes pour ne pas oublier les usages qui existent. Et souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de ces usages. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission et qui vont découvrir qu'on peut utiliser un ordinateur en étant aveugle ou en n'ayant pas de capacité de mouvement. On peut piloter un ordinateur avec la voix, avec les yeux, avec les ondes cérébrales, on commence à avoir des choses dans ce domaine aussi, avec un muscle qu'on va contracter dans le bras. Voilà, il y a plein de méthodes, plein de manières d'accéder au contenu numérique. Et plus on les connaît, plus on va penser à en prendre en compte, tout en sachant que tout est fait pour aider. Hein. Vraiment, la technologie est vraiment là. Elle a quasiment tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il faut savoir l'utiliser. Ouais, c'est un gros enjeu, c'est un enjeu aussi d'accès à l'information, à tout ce qui se passe, dans le monde. Et donc, C'est ça l'inclusion. paraît oui, ça paraît évident que les personnes en situation de handicap, devraient aussi avoir accès à ce genre d'informations. Ça me fait penser quand on développe un site internet, on a souvent envie qu'il soit beau. On pense pas forcément, aux personnes qui sont en situation de handicap. Benjamin, comment est-ce qu'on arrive à allier, ce côté un peu marketing, on a par exemple une charte graphique à respecter et l'accessibilité au numérique? Alors ça peut être antinomique parfois. C'est-à-dire qu'en fait on va, moi j'avais l'exemple, hein, du site, Oui SNCF, hein. Ça a été, en fait le rebranding en fait, de voyage, sncf.com. Et donc le but c'était de changer l'image, du site, de renouveler son image et puis de montrer qu'on partait, dans des stratégies un peu nouvelles. Et donc changement de marque, changement de logo, changement de charte graphique. Et c'est vrai que quand la charte graphique est arrivée, alors elle était certes très innovante, mais on était sur du orange et on avait beaucoup de texte blanc sur fond orange et donc très difficile, de respecter en fait un niveau d'accessibilité correct parce qu'en fait, l'une des guidelines, du référentiel, d'amélioration de l'accessibilité, c'est déjà d'avoir un bon rapport, de contraste entre, ce qui est écrit, entre l'information et le fond, le background, le fond, de coloré, qu'il y a derrière cette information. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a plein de plein de problèmes, de vision qui peuvent être adressés. Donc, on a, le fait, de voir les couleurs, de manière différente, ne pas voir les rouges, ne pas voir les bleus, ne pas voir les verts, mais aussi avec, des problèmes de contraste, vraiment, avec un voile devant les couleurs. Donc en fait, dès qu'on a une charte graphique qui est difficile comme ça va être difficile d'avoir un niveau de qualité, d'accessibilité, correct, quoi. Donc il y a ça, après, notre rôle, j'avais entendu, cette phrase dans une conférence, au DevFest à Nantes.
bah, l'ingénieur est souvent le dernier rempart aux pratiques non éthiques. En fait, très souvent, en fait, on se retrouve confronté à ce genre de décision, et en fait, c'est aussi notre rôle de remonter les alertes tout de suite, en fait, et de pas être en exécutant en simple développeur, développeuse, mais de se dire non, là, il y a quelque chose qui va pas. Je connais mon référentiel, je sais que ça va pas le faire. Donc, euh, dans la mesure du possible, agissons dès maintenant, faisons ce qu'il faut pour limiter la casse, entre guillemets. Donc il y a des actions qui ont été entreprises à la suite de ça, et on a réussi à redresser un peu la barre. Aujourd'hui, la marque, elle a de nouveau changé, la charte graphique a de nouveau changé. On a commencé à voir des choses apparaître comme le dark mode, des choses comme ça. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour justement concilier la partie marketing et avoir des niveaux d'accessibilité corrects sur les sites internet et sur les applications mobiles. Mais l'une des bonnes pratiques, c'est déjà de pas rester dans son coin. Il n'y a pas la tech d'un côté et le produit de l'autre, mais en fait, on bosse tous ensemble, et si on veut lever les alertes, en fait, il faut le faire le plus tôt possible. Donc, le design up, c'est une bonne pratique. Le fait de travailler en équipe projet multidisciplinaire, c'est aussi une bonne pratique. Voilà, on fait pas des silos sur la partie PO et de l'autre côté la partie dev, mais on travaille tous ensemble, quoi, et on essaye de lever les alertes au plus tôt. Olivier, tu dis souvent que l'accessibilité numérique, c'est un choix et tu t'es spécialisé dans ça, avant qu'il y ait ce contexte, légal. Pourquoi tu as choisi, de te spécialiser dans ce domaine? Bah, pour moi, l'accessibilité, c'est effectivement c'est la condition de l'égalité dans le domaine du numérique. Alors dans tous les domaines, l'accessibilité, c'est un droit fondamental, hein, reconnu par l'ONU, dicté par l'ONU, que la loi française, les différentes lois de quasiment tous les pays du monde reconnaissent et traduisent localement. En tout cas, il n'y a pas d'égalité sans accessibilité. Et dans le numérique, il n'y a pas d'égalité dans le numérique s'il n'y a pas d'accessibilité numérique. C'est aussi simple que ça. Les enjeux, sont juste fondamentaux. Thomas, on a l'exemple de Thomas qui nous a expliqué son histoire. Thomas, il a suivi une formation, il a été diplômé, il a acquis des compétences, et sa maladie a fait que ça a limité ses possibilités de voir, mais ça n'a pas limité ses capacités de réflexion, d'apporter voilà, sa valeur, ses compétences à la société au sens large, à son employeur, mais aussi à la société au sens large. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a quelque part entre 15 et 30% de gens qui ont un handicap qui est significatif, suffisamment significatif pour impacter leur vie. Si on se coupe des possibilités que nous offrent, que ces personnes-là offrent à la société au sens large, en termes d'apport économique, évidemment, en termes de force de travail, en termes d'apport artistique, culturel, social, tous les domaines de vie sont vraiment concernés, et les personnes handicapées, il n'y a strictement aucune raison en réalité de les exclure de ça. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est moindre. On a d'autres capacités. Les capacités qu'on a, on peut les exprimer différemment. Je prends souvent l'exemple de Hawking, l'astrophysicien, qui avait très peu de mouvements et qui ne pouvait pas parler, mais ce qu'il avait dans la tête, c'était un trésor. Et sans la technologie, ce trésor aurait été perdu pour tout le monde. Et peut-être que grâce à lui, peut-être qu'on pourra s'éclairer dans un siècle grâce à ces théories, j'en sais rien, pourquoi pas. En tout cas, voilà, l'humanité a besoin de ces forces-là, de ces perspectives-là aussi. Et même si c'est pas rentable économiquement, on vit dans un monde où on veut l'égalité, on cherche l'égalité, on a tous besoin de l'égalité. Même si dans une position de privilège, en réalité, on a besoin de l'égalité parce qu'on n'y sera pas toujours. Et je trouve que c'est un enjeu suffisant pour y consacrer sa vie. C'est ce que j'ai fait, voilà, tout simplement. Thomas, tu veux réagir? Je suis obligé de partager exactement tout, mot pour mot ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que
Moi, en plus, le handicap, je ne l'avais pas à la naissance, il est arrivé progressivement. Donc, j'ai subi au départ, tout un tas de phases, j'ai vraiment cette injustice, au fond de moi qui est arrivée en me disant: mais enfin, c'est horrible d'avoir ce handicap qui arrive et pour autant, j'ai pas envie de m'arrêter, de vivre et d'avoir une ambition, enfin professionnelle également. Donc, je me suis battu avec, toute, avec, la progression de ma maladie également et en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours, cette soif de connaissance, soif d'apprendre, soif d'aller toujours de l'avant. C'est peut-être aussi, comme une arme pour moi d'essayer de faire ça, parce que justement, le handicap, pour moi, je n'ai pas envie que ça résume ma vie. J'ai envie juste que ça soit considéré, que ça soit pris dans une équation éventuellement, mais pas que tout tourne autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je dois quand même toujours, faire comprendre aux gens autour de moi que mon handicap, il est là et que d'une part, il faut lutter par rapport à des comportements limite discriminatoires, qui sont faits soit consciemment, soit inconsciemment, ça peut arriver également. Mais, à côté de cela, je veux aussi démontrer que c'est pas parce qu'on a atteint d'un handicap qu'on est forcément quelqu'un de moindre, comme si ce qui a été dit et que j'ai des compétences, et voilà et donc du coup, enfin limite je dois, prouver au quotidien, que, le handicap, ne me résume pas et que derrière, je suis tout aussi capable que n'importe quelle autre personne valide, enfin je veux dire un niveau d'expérience et de connaissances, équivalentes et c'est vrai que c'est pas évident et moi je remercie vraiment aussi toutes les personnes qui œuvrent justement pour, développer tous ces outils-là parce que sans cela, ben, je me retrouverais, un petit peu, un petit peu dans un placard malgré moi, parce que sans les outils, pour le coup, je suis complètement, démuni, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, Thomas, tu fais partie des personnes que j'admire le plus, hein, et que j'ai eu beaucoup de chance, de rencontrer via le pôle santé handicap de Polytech Alumni. Je suis vraiment très, très impressionnée par ton parcours et même si tu avais pas eu le handicap, je pense que je serais quand même hyper impressionnée. Donc voilà, je tenais à te le C'est dire. gentil, merci beaucoup. Et la dernière question, avant de terminer, que peut faire l'ingénieur Polytech, dans notre société moderne pour favoriser, l'inclusion des personnes en situation de handicap? Quelqu'un veut se dévouer? L'ouverture d'esprit, d'essayer d'être toujours, curieux de son environnement, Mmh. parce que justement, les rencontres nous aident aussi à peut-être découvrir, de nouveaux champs, professionnels et personnels qui peuvent nous amener justement, à une meilleure inclusion, de toutes les personnes, pas forcément d'ailleurs que les personnes handicapées. Parce qu'il y a d'autres formes aussi de personnes, qui peuvent être exclues, dans notre société. Mais à côté de cela, je pense que la disciplinarité des ingénieurs polytech, c'est de la richesse qu'on a, dans notre grand réseau, d'avoir cette possibilité justement, d'ouverture vers les autres et ça, franchement, moi comme dirait, quand on était étudiant, je suis fier d'être polytech. Benjamin, hoche de la tête. Bah, non, mais tu as très, très bien résumé, c'est l'ouverture, en fait. C'est quoi le rôle de l'ingénieur, en fait? L'ingénieur, son rôle, c'est d'essayer de trouver la solution qui va répondre à un problème, à un besoin. Et en fait, on on a une variété de profils, d'utilisateurs, autour, de nous. Donc notre but, c'est de prendre en compte, en fait, au un maximum, les problématiques de nos utilisateurs et utilisatrices et d'essayer d'apporter la meilleure solution. Moi, je vois le travail, que je fais au quotidien comme quelque chose, d'enrichissant. Le fait d'aller en fait, me renseigner sur, ce qui a été pensé pour des personnes qui sont pas comme moi et qui sont différents sur plein d'aspects. Enfin, en fait, je trouve ça enrichissant, en fait, tout simplement, au quotidien.
Et en fait, bah, moi ça me plaît parce que là, en tant que développeur, ça m'apporte une rigueur aussi au sein des développements que je réalise. Ça me permet aussi de partager sur des connaissances au sein de mon équipe. Ça me permet de faire grandir aussi les jeunes qui arrivent dans l'équipe. Donc c'est génial. Et puis il y a aussi le fait de retourner dans nos écoles aussi, de retourner dans le réseau et d'essayer de former un maximum. Moi, hier, j'étais à Polytech Angers, là, j'y étais hier justement en TD avec les étudiants de 5e année. Alors, il faudrait que ce soit un petit peu avant que de la 5e année. Il faudrait que j'arrive à aller en cours peut-être au début même des formations en numérique. Mais voilà, je me dis que c'est aussi ça qu'on peut faire, retourner dans nos écoles et puis former, essayer de sensibiliser un maximum et de donner envie de s'intéresser à ces sujets et de s'ouvrir un maximum. Voilà. Olivier, le mot de la fin? Oui, d'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'accessibilité, quand j'ai découvert l'accessibilité, j'étais dans une entreprise de service classique, chef de développeur, chef de projet, analyste, un peu tout ça, quoi. Et honnêtement, je m'ennuyais franchement dans mon boulot. Je travaillais sur des sites web pour rendre encore plus riches des entreprises déjà très riches. Et je ne voyais pas vraiment de raison de me lever le matin pour continuer ça. Et je me posais beaucoup de questions sur la suite du parcours. Et j'ai découvert l'accessibilité numérique. Ça a sauvé mon poste parce que du coup, je l'ai transformé complètement parce que c'est passionnant. C'est hyper gratifiant, je trouve. C'est un phénomène que je vois aussi avec beaucoup de personnes que je forme, qui se retrouvent tout à coup avoir une bonne raison de se lever le matin pour aller travailler. J'en discutais tout à l'heure avec mon associé. On travaille sur l'accessibilité des jeux vidéo. C'est un renouveau pour moi, c'est une renaissance parce que se dire à la fois combiner cet idéal d'un monde plus équitable sur un domaine qui paraît léger et superficiel, intellectuellement, c'est assez captivant parce qu'en fait, on voit l'impact du jeu vidéo dans la vie des gens et c'est encore plus fort pour des gens qui ont peut-être les loisirs limités par leur handicap. Euh, des gamins qui peuvent pas courir, peuvent pas jouer au foot avec leurs copains, mais peuvent jouer à Fortnite. Et on voit que c'est un espace social qui permet une meilleure mixité entre les personnes handicapées et non handicapées. C'est aussi quelque chose qui permet de s'évader, qui permet de vraiment retrouver de la joie et redonner accès à ce monde-là. C'est un plaisir, mais j'ai pas l'impression de bosser en fait. C'est un métier qui a du sens. Pour vous deux, Exactement. en tout cas. Et beh, merci à tous les 3 d'avoir participé, à cette émission et merci de nous avoir écoutés et on se retrouve, bientôt pour un autre épisode. Au revoir. Merci. Voilà, merci. Au revoir, merci.